Bienvenue sur le podcast Les hypnologues éclairés. Je m'appelle Stéphanie Vanroy, je suis hypnorelaxologue et formatrice en hypnose. Ce podcast s'adresse aux professionnels de l'hypnose. Tu pourras y écouter des enregistrements de réunions d'échange et des audios d'information. Tous les liens utiles se trouvent dans les descriptifs écrits qui accompagnent les différents épisodes. Je te souhaite une très bonne écoute. Aujourd'hui, nous parlons de la communication avec le consultant pendant la séance d'hypnose. On va peut-être commencer par expliquer ce que c'est exactement, qu'est-ce qu'on entend par cette communication en séance d'hypnose. Alors j'ai précisé dans le titre pendant la séance, parce que si j'ai mis la communication avec le consultant, alors oui, puis la séance, ça peut être plein de choses. Donc j'ai mis d'hypnose pour bien dire que, enfin, pour moi, quand j'écris ça, j'entends le moment où on est vraiment dans la technique où on réalise la séance d'hypnose. Je ne parle pas du temps de l'entretien. On est d'accord? Parce que là, c'est complètement autre chose qui se passe en termes de communication au niveau de l'entretien. Il y a déjà eu des réunions là-dessus, il y en aura sans doute d'autres, hein, bien sûr, on pourra affiner sur les sujets. Donc là, on parle bien de la personne s'installe dans le fauteuil, sur la table, enfin, selon comment vous travaillez, et on y va pour la séance d'hypnose. Donc, est-ce que certains veulent peut-être s'exprimer, expliquer comment ils procèdent? Est-ce que vous avez une communication établie en séance? Alors là, c'est un peu faussé parce qu'il y a des gens avec lesquels je travaille en formation. Donc, je sais comment, voilà, il y a des choses qu'on a échangé, sur lesquels on a échangé ensemble et je sais du coup comment ils travaillent. Il y a d'autres personnes, je le sais moins. Je sais pas, Cathy, est-ce que tu serais OK pour prendre la parole? Est-ce que toi, tu utilises une forme de communication pendant la séance d'hypnose avec le consultant? Permissive, je dirais. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que tu C'est-à-dire, j'installe énormément de fusibles et je mets constamment la personne dans un climat de sécurité que je renouvelle tout au long de la séance. Et, et voilà. Après, j'utilise pas mal le signaling, toujours. Et si la personne souhaite s'exprimer oralement, et ben ça me va très bien. Je laisse faire. Voilà. Et s'il faut communiquer de cette façon-là parce que ça lui plaît d'être comme ça, je m'adapte. OK, super. Mmh. Oui, les fusibles, ben, on en a parlé beaucoup. Eric, ça lui parlera. On en a parlé beaucoup mardi dernier pendant notre formation intuition, effectivement. Pour ce qui est de la communication, ben oui, ce qu'on entend, j'y mets la même chose que toi, c'est-à-dire un signaling avec des signaux idéomoteurs, on va repréciser un petit peu, ou bien carrément l'utilisation de la parole, effectivement. Alors, peut-être que je je me suis dit que ça valait peut-être la peine que je redonne une définition un peu claire de ce qu'est le signaling. Alors moi, la définition que je vous donne là, elle vient, du docteur Grégory Tosti dans son livre qui est Le Grand Livre de l'hypnose. Les mouvements idéomoteurs, alors pardon, donc je dis ma ligne d'au-dessus quand même, je commence par dire que le signaling est un signe, un mouvement idéomoteur, le plus communément des doigts ou de la tête. Hein, c'est ce qu'on utilise le plus communément pour ce signaling. Donc les mouvements idéomoteurs, alors on explique ce que c'est qu'un mouvement idéomoteur pour bien comprendre. Ce sont des mouvements de certaines parties du corps qui agissent et réagissent en réponse à une suggestion. L'hypnotisé expérimente le mouvement comme quelque chose qui se fait en dehors de sa volonté. On en reparlera peut-être plus tard si on a le temps, si j'y pense. Donc le signaling, c'est un signe qui est un mouvement idéomoteur. C'est-à-dire que normalement, ce mouvement se fait en réponse à une suggestion qui est donnée et il est donné
par l'inconscient n'est pas volontaire. Normalement, c'est ça. On en a aussi parlé en formation parce que, ce qu'on se disait, c'était que ces signes idéomoteurs, quand ils viennent de l'inconscient, il se dit qu'ils sont et vous verrez des signes comme ça, ces signes par à-coups, très nets, comme saccadés, des petits signes comme ça. Heu, Là, clairement, on dit que ça vient de l'inconscient. Après, quand vous allez, demander à un doigt de se soulever pour dire un oui et puis que ça va faire un geste très, très lent, très comme ça, voilà. Là, ce qu'on peut dire le plus couramment, c'est que c'est pas forcément un signe qui vient de l'inconscient. On en a parlé parce que, bah, ça peut arriver que le signe, on se demande, c'est conscient, inconscient et cetera et nous, ce qu'on a conclu, c'est que quoi qu'il arrive, on obtenait une réponse et que du coup, et ben, on faisait avec cette réponse qu'on avait obtenue. Parce que si à l'inconsciente, elle vient, de cette partie-là, du consultant et puis si ça a été davantage conscient, bah, quoi qu'il en soit, c'est aussi une réponse d'une part de lui et après voilà, en hypnose, on insiste beaucoup sur le fait qu'on travaille avec l'inconscient et ça aussi on a pu en reparler en formation. Je dans ma conception des choses, notre, démarche peut tout à fait être globale. Une démarche globale, mais qui reconnaît chaque part, active à l'intérieur des personnes, quoi. Parce que le fait de reconnaître ces différentes parts et de les accepter toutes amène à une forme de globalité, je trouve. Donc ça va pas du tout à l'encontre. Moi, je trouve qu'au contraire, ça va avec, ça va ensemble. Donc le conscient, je ne cherche pas, pour ma part, à le mettre à l'écart pendant les séances. Il peut être présent, il joue son rôle. C'est intéressant d'observer comment il agit d'ailleurs, parfois, comment il vient là. Donc finalement, quand il y a un signe, de la tête, des doigts, je m'occupe pas de savoir trop d'où ça vient pour ma part. Je fais avec le signe qui m'est envoyé. Voilà. Parce que je suis pas sûre que ce soit, hyper, hyper intéressant d'avoir une réponse sûre à 100 de où ça vient. Ce qu'on se disait quand même, la dernière fois, c'était que, si on installe ce signaling tout au début de notre mise en transe, bah, il y a moins de chances qu'ils viennent de l'inconscient. C'est-à-dire que si c'est un petit peu plus loin dans la mise en transe, ben, on peut se dire que, du coup, ça peut peut-être plus facilement, venir à ce moment-là de l'inconscient. Cathy, tu disais tout à l'heure, laisser venir, la parole quand elle, peut être là. Certaines personnes vous diront qu'elles n'ont pas pu parler, que c'est moi j'aime beaucoup ça. Oui. Parce qu'au moins, c'est-à-dire que le signaling, oui, non, ou peut-être, je ne sais pas, on peut installer, un 3e, petit code. Bah, c'est assez limité finalement. Quand on pose des questions, on a des réponses claires, on peut vraiment creuser. Simplement, vous pouvez vraiment, proposer à la personne de parler. Lui proposer vraiment et enfin après à vous de voir, ça tout va dépendre aussi de comment vous avez conclu l'entretien. Qu'est-ce qui a été décidé? Mais après c'est pareil, on travaille pas tous de la même manière, mais en fait, le type de signaling proposé va dépendre, pour ma part, de la séance qui est envisagée. C'est-à-dire que si on s'est mis d'accord avec le consultant pour partir sur une séance d'exploration intérieure, alors on va avoir besoin de la parole. Si c'est une séance d'hypno-relaxation, vous allez avoir des gens qui vont vous dire que quand ils parlent, ils sortent un peu de l'expérience. Il y a des gens, ils ont envie d'être dans leur bulle. On en a parlé aussi ça mardi dernier. Ils ont pas envie de parler aujourd'hui, ce jour-là. Et ben, du coup, heu, je sais plus de quoi je suis partie, je suis désolée. Relaxation. Oui, Hypno-relaxation. oui, sur une séance comme ça, la personne, elle va moins avoir envie, ça va moins être, adapté qu'elle parle.
Voilà, après c'est selon son besoin, selon son envie et selon ce qu'on a peut-être déjà dit, ce qu'on s'est dit au moment de l'entretien. Parce qu'en fait, les séances d'exploration intérieure, c'est pas rien et pour moi, ça implique que la personne ait donné une forme de consentement, soit et même plus que ça, qu'elle ait envie de faire ça. Qu'elle a envie, quand je dis exploration intérieure, c'est aller explorer une émotion, c'est rentrer à l'intérieur d'elle. C'est très fort comme type de séance, c'est puissant, c'est voilà, c'est très mobilisant. Donc si la personne n'est pas volontaire pour faire ça peut être extrêmement violent. Donc c'est pour ça que je propose jamais ce genre de séance sans déjà de manière, claire pendant l'entretien, les avoir proposées. Après la personne, elle peut dire: «OK, d'accord», puis une fois qu'elle y est, «Ouais, bah, en fait, je veux plus y aller et cetera, ouais, trop dur», il y a pas de problème. Mais quand même, je passe par cette phase-là de demande de consentement. À partir de ce qu'on a vu dans l'entretien, on va quand même pouvoir, savoir si on va partir en gros sur, exploration, intérieure, voilà, ou des séances du type plus hypno-relaxation. Donc là, bah, vous hypno-relaxation, on va plus proposer un signaling, simple, classique, bouger les doigts par exemple, voilà. Séance d'exploration, bah, moi je vais plus proposer à la personne de parler. Vous pouvez aussi donner le choix, vous pouvez dire, bah, vous pouvez, utiliser les signes des doigts ou parler, enfin de toute façon je le dis toujours dans les fusibles, dont parlait Cathy tout à l'heure, ça devient un fusible pour moi. C'est que je propose aux personnes aussi de dire, de parler à tout moment si elles ont quelque chose à dire. Je pense que c'est important de le préciser parce que les gens, ils ont une image de ce qu'est une séance d'hypnose, qui peut être très, statique, je bouge pas d'un poil et j'écoute tout, je dis rien, je fais rien, on m'hypnotise, vous voyez? Une image un peu comme ça, passive. Et il y a peu de gens, se disent qu'ils vont parler pendant une séance d'hypnose, en fait. Si vous ne leur proposez pas, c'est pas dit qu'ils aient l'idée de le faire, quoi. Donc c'est jamais inutile, en fait, de repréciser ça. La personne peut être libre, de parler et comme ça, on l'oblige à rien. C'est-à-dire que si elle a pas envie de parler, si c'est pas OK pour elle, si, elle est dans autre chose là, bah, elle peut se passer de parler et c'est très bien comme ça. Hem Ce signaling là, je je raconte juste ça, puis après, on verra ensemble, d'autres bénéfices du signaling parce que, on va parler du plus grand bénéfice du signaling. En fait, ce qui s'est passé, c'est que dans la formation que j'ai suivie, moi, on parlait du signaling pour interroger, aller chercher des causes, un problème, creuser sur des problématiques, à quel moment ça s'était mis en place, pour quelles raisons et cetera. Ça se faisait plutôt, pendant le cœur de séance et voilà. Et moi, je sais pas, les séances, ça me laissait une sensation pas cool, j'étais pas à l'aise. Je me disais: «Mais moi, je dis des choses là, je suggérais, que la personne, se rende dans un lieu refuge, par exemple, dans l'induction. Puis je continuais à filer, ma mise en transe, voilà, mais je me disais: «Mais si elle est pas du tout dans son lieu refuge, je n'en sais absolument rien». Je ne pouvais pas le savoir, donc je faisais mon truc, je déroulais. J'avais l'impression, en fait, de dérouler ma séance, surtout qu'à l'époque, je les préparais, parce que je ne savais pas faire autrement. Donc je préparais mes séances, j'avais l'impression de dérouler mon truc, paf, paf et voilà. Mais en déconnexion, en fait, d'avec le consultant, puisque j'avais préparé avant, j'étais pas, voilà, avec lui et je ne savais rien de son expérience. Donc je faisais mon truc et lui, il vivait son truc de son côté. Et en fait, ça allait pas et je me sentais mal et je me disais: «Mais non, je peux pas travailler comme ça», l'inconfort, enfin voilà, j'étais vraiment pas bien avec ça et au fur et à mesure, je me suis dit: «Beh, comment je peux faire en fait?» Enfin, comment je peux faire autrement? Comment on peut, ouais, communiquer? Comment est-ce que je pourrais me sentir plus en lien, en connexion avec la personne, que j'accompagne quand même? Donc bah, il y a eu 2 choses, c'est que j'ai arrêté de préparer séances, c'est-à-dire que maintenant ce sont des séances, intuitives qui se font au moment, du rendez-vous avec la personne
Mais de manière très concrète aussi, pendant les séances, bah, je me suis dit: Le signaling, je vais le mettre beaucoup plus tôt et et je vais poser des questions. Par exemple, si je suggère à la personne de se rendre dans un lieu refuge, bah, je vais lui demander si c'est OK pour elle de le faire, oui, non, et quand elle y est, oui, et voilà. Et du coup, après j'ai lu dans des bouquins ou sur internet, je ne me rappelle plus, mais que oui, c'était conseillé de faire ça, mais moi, à l'époque, bah, on ne me l'avait pas dit clairement, quoi. Donc c'est avec le temps et l'expérience que je me suis dit: «Il y a un besoin là, il y a un truc vraiment qui est nécessaire. Je ne peux pas faire la séance sans savoir ce que vit la personne». Donc c'est comme ça que je l'ai installé au moment de l'induction pour vraiment suivre la personne, dans ce qu'elle vit, c'est-à-dire pouvoir être dans une forme de connexion avec la personne. C'est ce qui a fait que j'ai installé ça et aujourd'hui, je ne pourrais plus travailler autrement que comme ça. Ce n'est plus possible. Alors justement, est-ce que peut-être on peut voir ensemble, tous les bénéfices, donc là on parlait, de communication, de connexion avec le consultant. Quels bénéfices on pourrait lister, plus précis, plus concrets, quant à ce signaling? Ce qu'il peut apporter? Quand tu parles du bénéfice du signaling, tu parles du signaling idéomoteur exclusivement ou tu parles de quoi? Oh, comme vous voulez, on peut traiter, de tout, hein, de partir de la des de ce qui est général, mais oui, de manière générale ou de manière plus précise, comme vous voulez. Ce que ça permet, ce que ça nous apporte et ce que ça apporte aux consultants aussi. Bah, de vivre les choses déjà pour le consultant et de nous s'assurer qu'effectivement il est bien dans la vivance de tout ça. Et... Oui, déjà, ça, c'est quand même, le premier point, c'est qu'effectivement, savoir ce que vit la personne, pour nous, c'est quand même super important parce que je vais donner l'exemple du lieu refuge, mais si vous passez 10 minutes sur ce lieu refuge, donc la personne n'y est jamais, bon, alors oui, on peut avoir posé un fusible, en lui suggérant d'adapter l'expérience, à ce qui est juste pour elle et de se donner la liberté de remplacer tout ce qu'on lui dit, suggère, propose par, ce qu'elle vit, très bien. Mais quand même, c'est quand même plus cool de savoir tout de suite qu'elle y est pas, qu'il se passe autre chose et de s'adapter, effectivement. Donc savoir ce qu'elle vit, effectivement, tout à fait. Ça nous permet également aussi pour nous, nous rendre compte un petit peu des avancements de la séance, la façon dont... Ah, je suis désolée, il y a quelqu'un qui est en train de m'appeler. Je coupe 5 minutes. Donc oui, ça nous permet de nous rendre compte, heu, des avancées de la séance, comme dit Cathy. Donc les avancées de la séance, on peut mettre plusieurs choses là-dedans. Avancées de la séance, déjà, il y a une histoire de timing là-dedans. Souvent, très souvent, parmi les retours, qu'on peut se faire, dans nos entraînements, dans les formations, il y a l'idée que s'il y a pas ce signaling, il y a une histoire de rythme parfois et nous, en tant que praticiens, on a tendance souvent à aller vite, plus vite que, le timing du consultant. Donc quand on propose quelque chose et qu'on une image, une sensation, une action, on propose une action à faire au consultant, heu, on va pouvoir dire, par exemple, que le doigt du oui se soulève pour indiquer quand c'est fait, quand c'est là, quand il vit ceci, quand il ressent cela, et vous allez savoir quand effectivement c'est fait. Ça veut dire que comme ça, vous ne vous posez pas de la question de savoir si est-ce que c'est trop long, pas assez long, voilà, vous savez exactement quel est le timing du consultant et donc c'est un ajustement parfait pour lui.
ça personnalise sa séance. C'est hyper important et ça lui laisse le temps vraiment, de faire les choses. C'est super important. Et puis, avant le timing, on peut, les avancées de la séance, effectivement, quand vous proposez quelque chose à la personne, est-ce d'aller là, de faire ce je vous demande d'éteindre les micros, s'il vous plaît, juste quand vous n'avez pas la parole, pour les sons qu'on entend, en fait. Merci. Hem, Vous pouvez proposer, une action. Est-ce qu'il est OK, pour mener cette action? Oui, non. Vous pouvez proposer plusieurs actions et il peut choisir et donc vous pouvez, vérifier avec lui quel choix il va faire et donc là, vous savez si la personne va là ou pas par rapport à ce que vous avez proposé et au moment de l'action, c'est hyper important parce que si vous proposez à la personne, d'aller, se débarrasser de son addiction, hein, de jeter un symbole qui représente son addiction, par exemple, je sais pas et que, vous vous attendez dans le vide et puis que vous vous dites: «Bah, là, ça doit être bon parce que j'ai laissé tant de temps». Bon, bah, voilà, maintenant que tu as jeté, ce paquet de cigarettes symbolique, par exemple, je sais pas quoi, tu es complètement débarrassé de ton addiction, c'est fini et cetera. Mais si vous ne savez pas que la personne, elle, pendant ce temps-là, elle a l'impression que ce paquet, il veut pas, tomber de sa main et qu'il reste collé et qu'elle peut pas s'en débarrasser. Et vous vous dites: «Bah, ça y est, c'est» et puis elle: «Bah, non, pas du tout, ça y est pas, en fait». Enfin, vous voyez, ça peut paraître, un peu gros ce que je dis, mais vraiment, si on n'utilise pas le signaling, il se passe ça. Donc, oui, on peut la faire parler pour demander, bah, qu'est-ce qu'elle vit, parce qu'elle va pouvoir dire: «Ça reste collé, ça veut pas partir». Voilà et là, on peut, aller plus loin. Mais déjà de savoir que, ben, non, c'est pas OK cette action. Bon, ben, voilà, ça nous évite de faire comme si elle l'avait bien fait et de tomber à côté. Donc oui, on sait ce qui se passe pour la personne et on est dans un timing qui est parfait pour elle et ça, c'est ce qui fait qu'on individualise les séances. C'est ce qui fait qu'on personnalise. Une séance d'exploration où la personne va parler, où elle va dire, pas à pas ce qu'elle, vit, il y a jamais 2 séances pareilles, jamais. C'est jamais la même chose puisque chacun a son expérience, il y en a pas 2 pareilles. C'est pas possible. Donc en fait, là, on peut se permettre d'avoir un cadre d'intervention qui est global, qui est général, avec des axes généraux, oui, puisque de toute façon, on va ultra individualiser en séance. Ça sera toujours parfaitement collé aux besoins du consultant. Et en fait, ça, bah, pour moi, c'est hyper important parce que j'estime que mon boulot, il est, de mettre en place des moyens pour coller aux besoins de la personne. C'est-à-dire, répondre à ses besoins, être, ouais, être vraiment au plus près de ses besoins. La prendre en considération et proposer un accompagnement, complètement en lien avec ses besoins. Ça, c'est ma mission. Maintenant, les résultats que la personne va obtenir avec mon accompagnement ne m'appartiennent pas. Je ne peux pas, je n'ai pas le pouvoir. Je sais, certains diront Dieu merci, d'autres malheureusement, ça dépend de comment on regarde les choses, mais je n'ai pas le pouvoir de faire arrêter quelqu'un de fumer. Ce n'est pas dans mes compétences, capacités, je sais pas comment dire. La seule personne qui a le pouvoir d'arrêter de fumer, c'est la personne en elle-même, c'est pas moi. Donc moi, je suis un moyen et les résultats, par contre, ne sont pas conditionnés à ce que je propose. Ça, c'est le consultant avec lui-même. Par contre, dans mes missions, après chacun verra et fera pour lui et sa pratique, selon comment il a envie de travailler, ce qui est important pour lui. Mais moi, répondre aux besoins de la personne et surtout, plutôt que répondre aux besoins de la personne, c'est plutôt accompagner la personne pour qu'elle puisse identifier ses besoins et apprendre à y répondre. Ce serait plutôt comme ça. Je le formulerai de manière juste. Hem, Proposer des séances individualisées, personnalisées, c'est ce qui fait que je vais beaucoup plus coller aux besoins de la personne.
si je balance des séances déjà préparées, écrites, script pour tout le monde pareil, parce que, parce que j'ai appris ça et que ça marche bien et je lis mon document. Je dis pas que c'est pas bien ou je sais pas quoi, parce qu'on individualise malgré tout à partir de ça, mais on n'applique pas la même chose pour tout le monde, du coup. Donc ce signaling, il permet ça, vraiment s'adapter à la personne. Et le consultant, ça va le ressentir, que ça va qu'est-ce qu'il en fait, lui, il va pas dire, enfin, ça va être assez rare. Parfois, oui, mais tout le monde va pas s'exprimer en ces termes. S'adapte à mes besoins, enfin voilà, c'est pas vraiment comme ça qu'ils vont le dire, mais ils vont dire, personne à l'écoute, ils vont dire, enfin, vous voyez, des choses comme ça. Ça m'a fait du bien la séance. Enfin, vous voyez, sur le coup, ils vont se sentir entendus, compris, euh, satisfaits en fait de la séance, au-delà des résultats qu'ils cherchent à atteindre, comme au-delà de j'ai arrêté de fumer, j'ai pas arrêté de fumer. Ça, c'est pas, vous voyez, au-delà de ça. C'est comment ils se sont sentis pendant la séance, pendant l'entretien, pendant la séance d'hypnose, etc. Quand la personne, on lui propose de nous dire ce qu'elle vit, là où elle en est, je te propose plusieurs actions et je t'invite à choisir. Vous voyez, on la met en avant en fait. On la remet dans un rôle d'acteur. C'est hyper important. Et l'hypnose, qui peut, comme on le disait tout à l'heure, être vécue comme quelque chose de très passif, bah là, on transforme ça, au contraire, en quelque chose où la personne est active, beaucoup plus active. C'est à elle de choisir, c'est elle qui nous indique quand c'est OK pour elle. Elle donne le rythme. Et ça, métaphoriquement, c'est hyper important. On est en train de dire à la personne, tu donnes le rythme, tu peux donner le rythme de ce qui est juste pour toi. Tu as les capacités de le faire. Tu as tout en toi pour le faire. Tu as les ressources pour le faire. La preuve, je te demande à toi de dire le rythme. C'est celui-là qu'on suit et c'est pas le mien. Vous voyez, déjà, rien que d'installer ce signaling, c'est quelque chose qui en dit long sur sa posture d'accompagnement. Tout ce qu'on va, j'insiste là-dessus parce qu'en fait, on parle de posture et on ne fait pas toujours le lien entre le fait que les gestes professionnels qu'on adopte, ils sont liés à notre posture. Ils découlent de notre posture et ils en disent long sur notre posture. Si on considère que notre mission, et on est nombreux à considérer ça dans notre boulot, il est de favoriser l'autonomie du consultant, et ben ça, c'est un excellent outil pour favoriser son autonomie. Parce que on va lui dire, bah voilà, je te propose de parler, tu peux le faire, mais et c'est toi qui décides. C'est toi qui vas décider de le faire ou pas. À lui, est-ce que lui va prendre ça comme levier? Est-ce qu'il va s'en saisir de cette possibilité ou pas? Et s'il s'en sert pas, pourquoi? Qu'est-ce qui se joue pour lui? Et ça peut être tout à fait OK, mais du coup, voilà, c'est OK, on accepte aussi. C'est-à-dire que tout ce qui se présente venant de sa part est OK, accepté, accueilli. Simplement, on lui demande juste de nous communiquer les informations pour s'adapter à ça. Et par effet un peu miroir, ça lui renvoie l'idée que oui, ce qu'il fait peut être accepté par lui-même déjà, commencer. Vous voyez, pour adapter ça à lui-même. Donc derrière, pardon, je fais tout tomber, je pense que ça va s'entendre, c'est une espèce de fracas de pas grand-chose sur le bureau, mais quand même. Ce sont des éléments très concrets et en même temps qui amènent à des choses beaucoup plus profondes. Est-ce que vous avez des questions ou des remarques à faire sur ce qui a été dit là? Oui. Oui, oui, Jean-Pierre.
Une petite question, tu évoquais la nécessité de ne parler du signaling que pendant l'induction, ou peut-être probablement plutôt vers la fin de l'induction pour être sûr que le sujet est sous hypnose, hein, enfin, ou maximiser les chances qu'il le soit. C'est bien ce que tu as dit. Oui. Euh, En revanche, pour l'inviter à parler, là, tu évoques le sujet avant, pendant l'entretien, parce que c'est aussi ce que tu as dit. Pour le préparer à cette possibilité-là. Ça fait un peu partie du. Il y a des choses que je pose dès l'entretien, ouais, parce qu'une Ouais. séance d'exploration, en fait, c'est pendant le pré-talk. Parce que quand on parle, voilà, on fait l'entretien, etc., on va passer à la séance d'hypnose. Bon, déjà, ça dépend si c'est un premier entretien ou pas. Parce que quand c'est un premier, on va demander à la personne si elle a déjà vécu une séance d'hypnose ou pas, voir avec elle ce qu'elle a ressenti, comment elle l'a vécu, etc. Ça va nous donner des infos précieuses à nous pour la suite. Ça, on en a parlé, je ne sais plus, je crois. Et, et là, je vais faire le lien. Quand on va parler de la séance d'hypnose, on va faire le lien avec ce qu'on se propose de faire dans la séance qu'elle va vivre, effectivement. Donc là, il y a des chances que je l'évoque, le fait qu'elle puisse parler ou pas, si ça se présente. Et puis, par contre, je le redis aussi dans la séance. Et Oui, puis, oui. je le redis, il me sert de fusible aussi. Les fusibles qui, dans ma tête, il y a les fusibles, je les ai catégorisés, dans ma tête et dans les cours. Et ça fait partie des fusibles que j'appelle donneurs de liberté. Tout ce qui va inviter la personne et c'est aussi tout ce qui va inviter la personne à prendre son autonomie. Parce que qui dit t'es libre, dit ben, t'as le champ, toi, pour agir et faire ce que tu veux. Donc je peux aussi le redire au début de la séance pour qu'il serve de fusible de liberté, pour lui dire qu'elle peut de toute façon parler à n'importe quel moment, tu vois. Ce que je voulais dire, même si ma question est peut-être un peu tirée par les cheveux, mais c'est simplement pour la cohérence, vérifier la cohérence. Si le signaling n'est pas défini avant, enfin, ce qui se tient, j'adhère complètement, c'est pour éviter que le conscient vienne influer sur les réponses quand on va utiliser le signaling. C'est ça l'idée? Oui. Okay. C'est une question. Donc voilà, le fait d'avoir évoqué le fait de parler avant, est-ce que ça ne peut pas influencer le conscient? C'est ça la question sous-jacente. Mais tu veux dire que... Désolé. J'ai dit, tu définis le signaling pendant l'induction pour que le conscient, pour que ça soit vraiment un échange optimisé avec l'inconscient plutôt qu'avec le conscient, c'est ça? Ah, ça, c'est ce que dit la technique d'hypnose pure. Voilà. Moi, tu sais que je travaille pas forcément comme ça, donc bon, voilà. Donc, du coup, je me demandais si le fait de préparer le sujet à parler pendant la séance d'hypnose et de l'avoir fait à un moment où il n'était pas en EMC, est-ce que ça venait pas justement jouer sur le conscient? C'est ça l'idée. C'est ça ma question. Quel sens? C'est-à-dire jouer sur le conscient, pourquoi? Je sais pas. Je sais pas, je suis désolé, je sais peut-être pas mieux préciser ma La question. personne, elle peut parler à tout moment, même si elle ne souhaite pas parler de ce qu'elle vit dans la séance. Si tu veux, pour moi, l'idée, c'est que des fois, il y a des gens qui vivent des choses un peu fortes ou qu'il y a une image qui arrive ou un truc qui ne sent pas bien. Et ben, ils peuvent le dire en une phrase, hein, tu vois. Ils peuvent dire, ah non, là, je veux arrêter, ou tu vois, des choses comme ça. Là, c'est au-delà du signaling de la séance. Tu vois ce que je veux dire? Ok, je n'ai peut-être pas pu être très, très clair. Si quelqu'un a compris ma question, précisez, sinon je pense que je ne vais pas arriver à mieux le formuler. Oui, tu veux dire que le conscient soit influencé, justement. Oui, c'est ça. Ça, C'est ça, et qu'on soit dans des logiques un tout petit peu différentes, suivant qu'on établit un processus de signaling ou un processus de communication. Et que le processus de signaling, on le met en place pendant l'induction pour être sûr de switcher
être un peu plus sûr de switcher le conscient. Mais si si à l'inverse, on envisageait la parole, évidemment, on va en reparler pendant l'induction, mais le fait d'en avoir parlé en anticipation, je ne sais pas si ça peut jouer ou pas. Je prétends rien, je pose que des questions. Oui, après, moi, souvent, je propose les deux, où je dis qu'elle peut parler ou faire un signe avec les doigts, tu vois. Je le pose comme ça. Et on a parlé de ça en formation aussi. À quel moment poser le signaling? Est-ce que dès le début, est-ce que plus tard, est-ce que voilà? Et en fait, après moult discussions, on a bien échangé là-dessus. Donc, on a reposé cette histoire un peu classique de, bah oui, normalement, le signaling, c'est un signe qui est donné par l'inconscient. Donc, ça suppose qu'il y ait déjà un état de conscience un peu modifié pour que ça puisse venir de l'inconscient. On a reposé ça. Mais en fait, ce qu'on s'est dit, c'était qu'on installait le signaling quand on allait en avoir besoin, enfin, de manière très bête, c'est-à-dire quand tu sais que tu vas démarrer quelque chose où tu vas en avoir besoin, bah, tu le places. Parce que, en fait, moi, ces histoires, Jean-Pierre, on a travaillé ensemble sur 2 formations déjà. Tu sais très bien que moi, je ne cherche pas à chanter le conscient. Ce n'est jamais, enfin, je ne travaille pas comme ça. Dans ma tête, ça ne se pose pas comme ça. Mais je reprécise ça parce que ben, c'est ce que vous allez lire, trouver dans des bouquins ou des vidéos sur l'hypnose, etc. Ouais, enfin voilà. Après, je me dis, ce qui me paraît le plus logique, finalement, c'est ça, c'est d'installer le signaling au moment où on en a besoin. C'est-à-dire que si vous l'installez, puis qu'après, pendant 10 minutes, vous faites quelque chose où il n'y a jamais de demande de signe, quel est l'intérêt de l'avoir placé à ce moment-là? Vous voyez le truc? Donc moi, c'est ce que je pourrais conseiller. Et en plus, comme ça, vous voyez tout de suite ce qu'il en est, la réaction ou pas, c'est de le poser parce que derrière, vous allez poser une question. Effectivement. À faire attention aussi de ne pas le poser trop tard. Et après, plus de réponse. Trop tard, c'est-à-dire, Jean-Pierre, le poser trop tard, faire une adduction un petit peu trop longue, de le poser trop tard, et il est parti, il répond plus, quoi. et là, c'est parce qu'il était parti dans le sommeil. Forcément, voilà. Trop tard, ben moi, des fois, je le fais trop tard. C'est-à-dire, je me dis, bah non, mais j'ai pas posé le signaling. Et j'ai dit, ah, bah, je fais du. Oui, ça m'arrive. Et, et là, je le pose. Et c'est pas grave. Enfin, tu vois, je démarre sur quelque chose, il n'y a pas eu le signaling. Et je dis, bah, à ce sujet, je vais te proposer qu'on puisse communiquer ensemble, comme ci, comme ça. Puis on y va. Mais c'est comme ça que je fais maintenant. C'est juste avant d'en avoir besoin. Oui, Cathy. Oui, quand on pose comme ça le signaling, donner la possibilité en tout cas de parler, de soit s'exprimer oralement, soit s'exprimer de manière gestuelle, idéomoteur, ça laisse aussi la personne qui, enfin voilà, ça évite les résistances aussi. Ils se sentent libres de faire leur choix. Et au niveau des résistances, s'il y en a, petit à petit, ça les laisse tomber. Oui, oui, Ça aussi, c'est intéressant. ah oui, bien sûr. De toute façon, ça aussi, on en parle beaucoup. Enfin, un point essentiel aussi pour moi dans ma pratique, c'est laisser ce choix tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, effectivement. Quand je précise quelque chose de très pratique, je propose à la personne de parler ou de faire un signe de la tête, par exemple. Bon, bah, je regarde sa tête, très bien. Ou un signe des doigts, ok, mais moi, je précise de quelle main. Parce que comme je suis placée dans mon cabinet, je vois la main droite. Si j'ai des signes de la main gauche, je ne vais pas les percevoir du tout de la même manière. Donc, je demande que ce soit sur la main droite. Et j'ai jamais eu de soucis. C'est toujours venu comme je l'avais demandé. Par rapport à cette histoire de signes qui viennent de l'inconscient, ce qui se passe, c'est que quand une personne ressent qu'il s'est passé quelque chose, son doigt il a bougé, c'est pas elle qui a donné l'info,
enfin qu'elle sent bien, ça vient pas d'elle. Souvent, ça a un effet un peu waouh, c'est vraiment passé un truc de dingue. Vous voyez, la personne, elle se dit qu'il se passe quelque chose. Et c'est ça qui fait, ouais, l'hypnose, c'est un peu magique et tout. Bah oui, c'est ce genre de phénomène, hein, parce que finalement, on pourrait dire que c'est un phénomène hypnotique, hein, ce signe idéomoteur là, qui est fait. La personne, elle a comme une forme de preuve qu'il se passe quelque chose en elle. Ça peut être intéressant pour des gens un peu cartésiens, sceptiques, ou voilà, qui vont. Petite parenthèse. Eric, je vois que tu lèves la main. Je ne suis plus prof, mais c'est un peu, ça me rappelle des souvenirs. Ouais, je suis pas sûr de l'avoir entendu. Est-ce qu'on disait pas que le signaling, on le met en place avant d'en avoir besoin? Donc ça peut être assez tôt dans l'induction ou à la fin de l'induction si on n'en a pas besoin avant. Mais si on part sur un lieu refuge, par exemple, dans l'induction, on disait qu'on peut le mettre en place avant. C'est ce que je venais de dire en fait. C'est ça. Ouais, ok, pardon. J'ai pas. J'ai conclu comme ça. J'ai conclu que ça avait été la conclusion de notre discussion de mardi et qu'on avait dit ça, enfin, que le plus logique pour nous, c'était finalement de le mettre quand on en avait besoin, effectivement. Est-ce que, je sais pas, Aurore, j'ai cru, tu avais peut-être mis une question dans le chat, mais j'ai pas vu. Est-ce que tu as une question? N'hésite pas. Ah oui, puis j'ai dit que j'allais raconter ma petite expérience de signaling, ma boulette là. Je sais pas si certains ont lu mon post. J'avais mis ma petite boulette. Non, non, bah moi, on a répondu à ma question par rapport à l'emplacement du signaling, donc j'ai tout bien suivi. Et puis, non, je disais tout à l'heure que c'était bien le fait que tu avais précisé, par exemple, pour l'arrêt du tabac, que ben, c'était pas toi, en fait, qui avait le pouvoir d'eux, mais que c'était. Pas que pour l'arrêt du tabac. Je n'ai Oui, aucun. oui, non, mais enfin, l'exemple, c'était tout à l'heure l'arrêt du tabac, mais voilà, pour tout, en fait. C'est bien de préciser qu'en fait, voilà, c'est pas nous qui avions le pouvoir de faire les choses à la place du consultant lui-même, en fait. Bah oui, mais Ça évite voilà, d'être frustré quand on n'y arrive pas ou voilà, quand ça ne marche pas. c'est tout le problème des accompagnants, toute la grosse problématique des personnes dans la relation d'aide. Et en plus, avec l'hypnose, c'est encore pire. Parce que clairement, c'est la discipline où je viens pour arrêter de fumer, oui ou non, la personne a arrêté de fumer. Je viens pour perdre 5 kilos, oui ou non, elle les a perdus. C'est pas le psy, ah, je me sens pas bien en ce moment, bon, est-ce que tu te sens mieux, un peu mieux, beaucoup mieux. Bon, voilà, vous voyez, là, c'est très net et très clair. Et on se met une pression de dingue en se disant oh là là, si la personne n'arrête pas de fumer, c'est que je suis vraiment trop nulle en tant qu'hypno. Hein, voilà, en gros, et puis je pourrais peut-être même fermer le cabinet parce que là, vraiment, enfin voilà, je fais un raccourci, mais on va vraiment jusque-là. Et je me dis, mais on se prend la tête pour des choses où en plus, on a vraiment, vraiment, mais je le pense sincèrement, aucune prise. Qu'est-ce qui fait qu'une personne va arrêter de fumer vraiment? Où elle en est? Comment? Enfin, je veux dire, je vois pas comment moi je pourrais avoir une prise là-dessus. Par contre, je l'accompagne dans son cheminement. Je l'accompagne pour identifier les freins et les blocages qu'elle va rencontrer sur ce chemin-là. Et on y réfléchit ensemble, on voit ça ensemble, bien sûr. Mais donc, comme on disait tout à l'heure, moyens. Hein, j'utilise les moyens, j'ai une obligation de moyens, c'est-à-dire que je suis là pour l'accompagner, je suis présente, je mets en place ce qui me semble juste au niveau de la démarche. Et puis voilà, mais le reste ne m'appartient pas. Je ne sais pas pourquoi on croit, parce qu'on croit en l'outil, et on pense que parce qu'on l'hypnose, oui, c'est un outil formidable, effectivement, ben, on se dit qu'à tous les coups, ça va avoir l'effet de, mais non, en fait. Et quand on fait des séances pour soi, et c'est pour ça que c'est vraiment hyper important, nous-mêmes, en fait, de se faire hypnotiser, de se faire accompagner, d'échanger entre collègues, voilà, parce que on va pouvoir vraiment vivre que, d'ailleurs, ça c'est génial, bah, encore dans Intuition mardi,
Non, je crois que c'était le mardi d'avant, l'atelier précédent, une stagiaire a dit: «C'est fou parce que je me rends compte, on a tous vécu la même chose». Donc un stagiaire nous faisait une mise en transe et nous, on était consultants, on va dire. Et elle dit: «Personne ne fait le même retour. Personne n'a les mêmes vécus. Personne n'a». Alors il y a des choses: «Ah bon, t'as dit ça?» mais moi j'ai carrément pas entendu. «Ah dis donc, tu dit ça, mais t'as pas parlé, de ceci, cela». Bah si, vraiment, enfin on entendait, mais c'est même on n'entend pas en fait. Et là, c'est hallucinant, on se dit: «Comment ça?» On a des phrases entières, des blocs entiers qu'on n'entend pas. Et la stagiaire faisait cette remarque et je lui dis: «C'est hyper important de se rendre compte, effectivement, aucun de nous n'a le même vécu, aucun de nous ne retient la même chose. Comment vous voulez-vous savoir? Comment la personne qui fait sa mise en transe va savoir ce que machin va retenir, ce que bidule va retenir? C'est pas possible en fait. Ce qui va se passer pour la personne, on peut pas le deviner. Alors oui, on va pouvoir identifier son canal sensoriel préférentiel, voilà, des trucs basiques, oui. Mais je veux dire, il y a des sphères qui ne nous appartiennent pas et c'est très bien comme ça. Et heureusement. Parce que je veux dire, moi, enfin, je sais pas, ça serait quand même super dangereux si on avait le pouvoir de faire changer les gens comme ça. C'est pas possible, en fait. Donc, moi, je trouve ça très rassurant pour tout le monde. Le consultant, du coup, il peut être très à l'aise parce que bah, on va rien l'obliger, comme on disait Cathy, bah, c'est sa liberté, c'est-à-dire voilà. Et nous, bah, on fait notre boulot, mais on n'est pas des magiciens. Donc, voilà. Je dis pas faisons n'importe quoi, c'est formidable, on n'a rien à faire, c'est évidemment non. Mais ce que je remarque, c'est que quand on n'est pas dans cette dynamique de pensée et que du coup, on est très attentif aux résultats hein, de la personne et qu'on est vraiment dans cette dynamique-là, ben, on est dans la dynamique proche de celle du sauveur quand même. Hein. On a déjà parlé de ça beaucoup. C'est le danger, c'est que et du coup, c'est perte d'autonomie pour la personne derrière. Et oui, le résultat, c'est qu'on vit beaucoup mieux notre métier quand même, hein, quand on est là-dedans. Ça repose les choses, c'est chacun est dans son rôle et je pense que c'est pour le bien de tous, vraiment, accompagnant comme consultant, c'est hyper important. Alors Nicolas, tu nous dis, on a le pouvoir de on a aussi le pouvoir de changer à l'insu du conscient. Alors, est-ce que tu peux peut-être nous repréciser si tu veux bien? Parce que Alors, bonjour, et puis excusez-moi un peu pour le pas bien, retard. non, pas de souci. Signaling, j'ai beaucoup de choses à dire. Ah, Alors, je vais pas aller dessus parce que moi, j'utilise le protocole Simpson, je ne sais pas s'il y en a qui ça parle, où on n'utilise que du signaling, et c'est un outil assez formidable. Donc, ça, c'est un sujet que je connais plutôt bien. Concernant ce que je viens de dire, je suis tout à fait d'accord avec le fait que c'est la personne qui a le pouvoir en elle de changer. Et puis, à côté de ça, quand on prend un peu un champ d'ouverture un peu plus large, quand on regarde un petit peu sur des groupes comme de l'hypnose underground, comme on parle, ou de l'hypnose verbale, où on arrive à faire ou à changer des comportements de personnes sans qu'ils aient rien demandé, sans qu'ils aient envie de changer quoi que ce soit. Et on a, alors c'est une éthique à part, hein. Là, c'est pas une question de dire c'est éthique ou c'est pas éthique, c'est juste du fait que oui, l'hypnose, qu'on soit d'accord ou pas, finalement, on peut changer les gens. Et la publicité, par exemple, juste la publicité, elle en est un magnifique exemple, quoi. oui, ah oui, d'accord, je vois ce que tu veux dire. Oui, oui. Eh bien, oui, mais après, comme tu dis, on peut être d'accord, pas d'accord, trouver ça éthique, pas éthique. Euh, il y a l'hypnose conversationnelle, hein, par exemple, bah oui, on va utiliser des techniques d'hypnose dans la discussion. Et il y a plein de praticiens qui utilisent ça. Et bien là, ça va dépendre, pour moi, hein, de comment on a envie de travailler et de quelle est notre manière de voir les choses vraiment. En fait, par exemple, moi, ce qui m'importe, c'est pas le résultat de la personne, donc je vais pas aller sur des techniques comme ça. C'est plus large que ça. Je me dis que ça peut être intéressant pour elle,
pour après qu'elle puisse repartir de l'accompagnement avec peut-être un autre regard sur les choses, une autre manière d'être à elle-même, une autre manière, peut-être apprendre une manière de s'auto-accompagner. Et donc ça implique de mettre de la conscience, au contraire. Et du coup, d'avoir conscience de ce qui se passe, effectivement. Et pour moi, donc, du coup, ça ne va pas avec le fait d'utiliser dans mon accompagnement. Je n'utilise pas d'hypnose conversationnelle, ou si je le fais, je ne fais pas exprès. C'est-à-dire, c'est absolument pas volontaire. Non, oui, on peut parfois être hypnotisé, hein, la pub, le machin, etc. Mais comme on peut être complètement on peut avoir des programmes en nous installés depuis l'enfance qui sont là en sous-marin. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas du tout conscience que ça agit comme ça en eux. Donc oui, l'idée, moi, dans l'accompagnement, j'aime cette idée de mettre de la conscience. Donc, Oui, ce que je disais, c'est les éthiques mises à part. C'était pour illustrer que oui, l'hypnose qui est qu'un outil, alors on peut l'aborder avec différentes techniques, différentes méthodes. Moi, avec ces années d'expérience et ces partages que j'ai pu avoir avec d'autres personnes, c'est surtout notre posture en fait. C'est ça qui va faire que des fois, alors les gens, on entend encore, hein, alors ça marche ou ça marche pas. Il n'y a pas une question que ça marche pas. C'est nous en fait. Si nous, on n'a aucun doute, et je fais un petit parallèle par rapport au signaling, si on ne met pas en doute la réponse du signaling, elle est toujours juste en fait. Et ça c'est intéressant. Et moi, je l'ai compris à bout de X années de pratique. Alors, je l'avais déjà entendu, mais finalement, ce qui est important, c'est de travailler davantage, nous, sur notre posture, savoir d'être OK avec nous et qui que ce soit, quoi qu'on ait en face, ça sera toujours OK. Et le boulot, moi, je le vois maintenant, et puis je peux le dire parce que ça fait plus de 10 ans que je fais ça, c'est juste une question de temps. Chez les gens, en fait, il se passe toujours quelque chose en séance et c'est juste une question de temps. Et souvent, c'est le temps que le mental de la personne lâche. Et après, ça va être notre capacité, nous, alors ça dépend des personnalités, d'arriver, parce que finalement, c'est ce dont ont besoin les gens, à orienter leur mental vers autre chose le temps que l'hypnose mette les choses en place, en fait. Donc, je pense qu'on a plus besoin d'expliquer aux gens comment, entre guillemets, on lâche prise. Mais comment on fait? Pas seulement de le dire, parce que de le dire, lâche prise, oui, c'est facile, mais je fais comment, quoi? On a besoin de choses pratiques. Oui, merci pour ces précisions. C'est comme des petites graines avec le temps. Voilà, on ne peut pas savoir comment ça va évoluer, ce qui se passe en séance, effectivement. Et je te remercie pour cette précision parce que ça me parle énormément. La formation que je propose, Clarté, les premiers modules, c'est la posture. Parce que je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis. L'hypnose est beaucoup étudiée, travaillée de son point de vue technique. C'est pas parce que, mais oui, il y a de la technique, mais il y a beaucoup de techniques par rapport à l'hypnose et on oublie dedans cette posture, c'est fondamental. Je suis d'accord, entièrement d'accord avec ça. Et c'est pour ça que on démarre Clarté avec ça, parce que c'est la base pour moi. Voilà. Alors, est-ce que quelqu'un a une dernière question avant qu'on se quitte? C'est OK pour tout le monde? OK, super. Je vais couper l'enregistrement et j'ai une question à vous poser après. Voilà. Donc, ce ne sera pas la peine de laisser le débat sur la visio. Donc là, ah oui, merci. Oh, heureusement, il y a quelqu'un qui a plus de mémoire que moi, ma boulette. Alors, enfin, ma boulette. Donc, j'étais avec une consultante en séance, signaling, j'installe, je pose une question, je dis ah, c'est non. Et là, je crois que c'est oui, hein. Voilà. Oh mince. Donc en fait, j'ai pas retenu le bon doigt. Enfin, et j'ai été séchée vraiment parce que ça ne m'était jamais arrivé. Et que je me suis dit mais
c'est d'une bêtise sans nom ce qui est en train de se passer. Comment j'ai pu, je sais pas, j'ai vu, j'ai regardé, mais il y a un truc dans mon cerveau, ça l'a pas fait. Je me suis pas sentie super à l'aise sur le coup, vraiment pas. Et puis, je suis repartie dans la séance, très bien, voilà. Et après, j'ai réfléchi, je me dis merde, quand même, et tout, c'est bon, comment je peux faire une boulette pareille? Et dans les séances qu'on suivit, en fait, donc je demandais le signaling, quand c'était avec les doigts, je disais c'est l'index qui dit oui. Je le disais à haute voix, en fait, pour me dire je vais en plus l'entendre, parce que si je vois pas correctement, ou voilà, je me serais entendu le dire, je vais le reposer en le disant. Je le disais donc pour moi, bien retenir en fait le signe de la personne. Et après, au-delà de ça, je me suis dit, en fait, moi, je me suis sentie pas hyper à l'aise, mais la consultante, à ma grande surprise, ça lui a fait ni chaud ni froid. C'est-à-dire qu'elle m'a reprise, elle m'a corrigée, puis elle est repartie dans son truc, et voilà. Et je me suis dit, en fait, eh ben, on a beau être des accompagnants, on n'en demeure pas moins des êtres humains, on reste des êtres humains, et donc, oui, des fois, je fais des boulettes, oui, ça m'arrive de... Oui, enfin, en fait, c'est le jeu, c'est-à-dire que je peux pas déposer ma peau d'humaine à la porte du cabinet et venir avec ma tenue de Wonder Woman, j'adorais avoir ça, en tout cas, pour faire l'essence. Non, en fait. Donc, je garde ma peau d'être humain, et ça veut dire que j'ai beau être le plus vigilante possible, travailler sur ma présence en séance, parce que, bien sûr, oui, il y a tout ça qui se travaille. Il n'en demeure pas moins qu'il y a des choses, ouais, des fois, ça arrive. Et c'est pas grave. Voilà, c'était ça ma conclusion. C'est-à-dire, je pense que si on est dans la posture, juste, comme le disait Nicolas, si le socle principal est là, bon, oui, un petit truc, et voilà. Et je trouve en plus que on montre aux consultants aussi, de cette manière, tu vois, moi je suis un être humain, et puis c'est ok en fait, j'accepte de l'être, et c'est ok. Et le consultant, il peut avoir aussi envie de faire pareil du coup. Ah ouais, tiens, acceptons tous notre humanité, et c'est parfait comme ça. On montre aussi un exemple de ce que ça peut être ouais, d'être un être humain. Et à la fin de la séance, je me suis dit, est-ce que je m'excuse? Est-ce que je dis, là, ou... Puis le temps de ma réflexion, on était parti à autre chose, puis j'en ai pas reparlé en fait. Mais j'aurais pu en dire un mot, oh là là, ouais, je sais pas, j'aurais pu faire l'humour, j'aurais pu, je sais pas, et puis sur le moment, on est passé à autre chose. Mais voilà, ce qui nous apparaît encore comme étant des problèmes, des soucis, des questions, voilà, au final, on peut en tirer des petites leçons, des petits clins d'œil, et ça, c'est chouette. Nicolas? Oui, moi, ce que je dirais par rapport à ça, au contraire, tu n'as pas besoin de reparler, tu n'as pas besoin de dire quoi que ce soit. Tu vas créer une confusion supplémentaire chez la personne. Parce qu'elle, elle vient, pour toi, tu es un pro. Et même si tu viens de débuter, et au contraire, elle va bugger. Et comme tu dis, elle est repartie direct. Au contraire, trompons-nous. Moi, ça m'arrive pour vérifier que les gens soient dans des bons états, entre la réponse que j'ai, parce que je les confirme toujours à haute voix, parce que ça les perturbe vachement de confirmer à haute voix, je trouve. Dire oui, et moi je vais faire non, et ça bug, et ça bug. Et les gens après séance, ils vont te dire, mais je comprends pas parce que il y a des fois, vous disiez des trucs, mais voilà, je comprenais pas mes doigts, quoi. Et puis, est-ce que vous vous rappelez de tout? Oh, non. Et ça vraiment, si tu veux, s'il y a un moment donné où ils réémergent, ou alors s'ils ont besoin d'être là, ils seront là. Mais s'ils ont besoin de repartir, ils dégagent direct, quoi. Et c'est plutôt, ça les sert en fait finalement. Et toi, ça te permet d'assurer en fait, au moins en façade, parce qu'il y a des fois, moi je me rappelle les premières fois, j'étais pas fier hein, en hypnose, quand tu fais tes premières séances, voilà, hein, tu as les genoux qui claquent, quoi. Hein. Mais la personne en face, elle vient, pour elle, tu es un pro, tu connais ton truc, on y va. Et elle ne se rend pas compte du tout de tout ça, en fait. Non, non, c'est sûr. Mais on en a parlé aussi en formation, parce qu'on a toujours dans nos entraînements, on a une stagiaire qui nous a expliqué qu'à un moment, pour des raisons, je ne veux pas détailler parce qu'on est déjà hors timing, mais
qu'elle avait été perturbée, vraiment perturbée pendant son exercice. Et nous, le groupe, on lui a fait remonter effectivement qu'on ne l'avait pas senti du tout. Qu'au contraire, elle nous avait semblé tellement posée. Et elle a dit ah bon et tout. Et oui, effectivement, les genoux qui claquent, le consultant, il les entend pas forcément, quoi. Il faut se dire ça pour pouvoir se rassurer. Et effectivement, merci aussi Nicolas de cette authenticité parce que certains hypnos osent pas trop le dire, mais oui, moi j'ai stressé, mais d'une manière, c'était terrible, quoi. Les débuts, vraiment, ouais, on se sent pas forcément à l'aise et ça fait partie du métier, mais on pratique avec ce sentiment de pas être très à l'aise. Au fur et à mesure, on muscle tout ça. Florine, tu as des questions encore, tu disais? Oui, parce que moi, j'ai pas, je sais pas si on m'entend très bien. Oui. Du coup, j'ai pas, moi, vu le signaling dans la formation. Tu sais, j'avais dû le voir très très rapide dans la formation où on était ensemble. Du coup, j'ai deux, trois questions, mais si je peux te les envoyer par mail, du coup. Tu peux les poser maintenant, si tu veux. Attends, j'ai rangé mon carnet. Moi, en fait, c'était la base, quoi, parce que du coup, faut que je revoie le cours pour, voilà, comment le mettre dans l'adduction. Tu vois, j'aimerais bien, j'en sais rien, en fait. Je vais pas. Tu as En eu fait, le cours de la formation de la CDP oui. par écrit, c'est écrit dessus comment tu le mets en place, en fait. Simplement, Oui. nous, on a pris parti d'utiliser le signaling très vite pour l'utiliser tout au long de la séance, en fait. Tu vois, et du coup, ce qui est expliqué pour la mise en place, tu le fais dès le début, au moment, dans ton induction, au moment, avant d'en avoir besoin. Déjà, voilà, pour la mise en place, tu auras ça sur le cours. Ok, ok, bon, mais je vais revoir ça, du coup. Parce que là, du coup, j'atterris je reviens parmi vous, et en fait, je tombe direct sur le truc que j'ai jamais fait. Voilà. Vraiment, pression. Voilà, nickel. Par hasard, tu vois. Mais écoute, ce que tu peux faire, c'est revoir ce cours. Et Ouais. si après, il y a des questions qui persistent, tu peux. Et n'hésitez pas dans le groupe Hypnose et Accompagnement. C'est mon groupe maintenant, Facebook d'échange. Vous pouvez poser les questions à cet endroit-là et vous avez d'autres personnes que moi qui répondent aussi. Ce qui fait que vous avez d'autres points de vue. On est vraiment dans des échanges avec des personnes qui ont différentes manières de travailler. C'est chouette, quoi. Je sais pas si tu y es, toi, Florine, dans le groupe Hypnose et Accompagnement. Si, j'y suis. Ouais, ouais. Et d'ailleurs, je vais bientôt poster quelque chose, je pense. Donc, voilà. Restez Ok, actifs. ça marche. Écoute, à ce moment-là, pose-nous la question. Je vous mettrai un post pour dire le replay de la réunion est prêt, etc. Tu peux les poser, par exemple, sous ce post-là ou à un autre moment, enfin, comme tu veux, quoi. Ok? Merci beaucoup.